Une réalité plus large. À chacun sa réalité, à chacun sa vérité, voilà des phrases entendues régulièrement. Les débats sur notre possibilité d'accéder, de connaître la réalité telle qu'elle est sont anciens. Sommes-nous dans une caverne où nous ne voyons que les reflets vacillants de la pure réalité? Sommes-nous manipulés par un malin génie qui veut nous faire douter de tout? Sommes-nous dans une matrice, manipulée par un algorithme géant dont l'objectif caché est d'utiliser l'énergie que nous produisons pour s'entretenir lui-même? Le propos de ma présentation ne sera pas de trancher dans ces épineuses questions philosophiques. À partir du constat que la réalité est plus large que ce que nous en percevons, nous serons conduits à mieux comprendre que l'immensité de la réalité montre, premièrement, l'impossibilité de la cloisonner, de la segmenter, deuxièmement, l'impossibilité de la réduire à un scénario. Ces caractéristiques de la réalité soutiennent une vision éthique où la personne humaine ne peut être réduite ni à une marchandise, ni à un individu isolé dans une bulle. Au début des années 2000, un article d'un magazine très influent dans le milieu politique et économique anglo-saxon présentait la prostitution de la façon suivante. Deux personnes majeures et consentantes ont une relation sexuelle et l'une paye l'autre. Quel est le problème? Vous avez deux personnes qui savent ce qu'elles font et ont conclu un contrat en bonne et due forme. Et l'article de poursuivre en disant que il n'y en avait pas justement de problème et qu'en fait, légaliser la prostitution dans le cadre présenté ci-dessus se justifiait. Cette présentation a un peu le format d'une photo, d'un instantané qui veut nous convaincre. Mais est-ce la réalité? En fait, je crois cette photo très réductrice et je vous propose de mettre de l'autre côté un rapport publié par le Sénat français de la même époque. En quelque sorte, il s'agit de regarder le film plutôt que juste une image soigneusement choisie, surtout quand l'image n'est pas juste. Le rapport mettait en avant que la prostitution sans proxénétisme était très marginale et que la prostitution relevait beaucoup plus de filières organisées avec petites annonces trompeuses, promesses d'un travail et malheureusement de nombreuses pressions et violences exercées sur des femmes. Et le rapport de dire explicitement, contrairement à ce que certaines personnes prostituées, qui sont d'ailleurs la plupart du temps manipulées, cherchent à faire croire, la prostitution est rarement le résultat d'une démarche volontaire, mais bien plutôt l'aboutissement d'une violence familiale, sociale ou économique, vécue dans un état de plus ou moins grande conscience. L'impossible cloisonnement d'une activité totalement étanche à des activités connexes ressort encore d'un autre rapport du Sénat, très récent cette fois. Sur le sujet de la pornographie, ce rapport intitulé avec justesse « L'enfer du décor » et co-signé de 4 sénatrices de groupes politiques différents, aborde de front la question de pouvoir différencier une bonne d'une mauvaise pornographie. Voici le témoignage de la responsable de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l'OCRTEH, sur la question de la pornographie. Les actes, même consentis, découlent d'une nécessité matérielle et d'une précarité économique dont souffrent ceux qui s'y livrent, plutôt que d'un choix libre et éclairé. C'est bien l'esprit de notre droit de dire que, même si l'intérêt économique est partagé, personne ne doit profiter matériellement des services sexuels tarifés d'un tiers. La notion de dignité humaine est objective et supplante dans notre droit celle du consentement qui est, elle, subjective et donc sujette à la manipulation. Au bout de son enquête et des nombreuses auditions effectuées, le rapport est sans appel sur l'impossibilité de segmenter deux pornographies avec une approche qu'on appelle réglementariste. C'est, selon les termes du rapport, voué à l'échec et des formes de pornographie plus respectueuses des personnes représentent une goutte d'eau dans un océan de violence. Autrement dit, quand il s'agit de la dignité humaine, vous ne pouvez pas cloisonner des activités en décrétant qu'une est éthique et donc peut être légalisée et une autre doit être combattue. Il y a une porosité de la réalité.
Nous pouvons maintenant aborder un sujet plus directement en lien avec la bioéthique et où l'on retrouve le même type de raisonnement. Il s'agit de la GPA, la gestation par autrui. Il y aurait selon certains la bonne GPA, la GPA éthique, où la mère porteuse est consentante et où il y a un encadrement par un contrat, éventuellement même rédigé par des avocats. Et il y aurait la mauvaise GPA, c'est-à-dire le reste. Pourra-t-on vraiment, comme l'affirment ses partisans, segmenter ces deux GPA ? À la lumière des exemples de la prostitution et de la pornographie, les exemples cités avant, cette affirmation est plus que douteuse. Comment vérifier que le consentement de la mère porteuse n'est pas le résultat de pressions économiques ou sociales, voire familiales ? La notion de rémunération, présente dans la grande majorité des GPA, met à mal également l'idée d'une démarche altruiste. Les partisans d'une autorisation réglementée de la GPA proposent souvent d'appeler cet argent un dédommagement, pour éviter d'employer le mot salaire. Mais qui dit dédommagement dit dommage, et dans ce cas, la réalité du mot qu'ils emploient eux-mêmes contredit l'idée d'une pratique inoffensive. Les partisans d'une GPA encadrée nous présentent des photos. Je pense par exemple aux images présentées par des agences organisant la GPA. Qui ne serait pas sensible à l'image d'un bébé ? À l'émotion d'un couple prenant un bébé dans les bras. Ce sont des images, mais il y a la réalité d'une activité économique. 50 000 € pour une GPA en Ukraine. Plus de 100 000 aux États-Unis. Il y a également la réalité du tri et de la sélection. Le site WCB, World Center for Babies, qui est une agence qui propose des dons et des ovocytes et la GPA, précise dans sa partie dons d'ovocytes, le WCB a une base gigantesque de donatrices d'ovocytes pour répondre à vos préférences. La GPA, c'est donc aussi un contrat commercial qui régit la vie d'une femme dans beaucoup de détails qui relèvent de sa vie privée. Pour reprendre les mots de la responsable de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, la notion de dignité humaine est objective et supplante dans notre droit celle du consentement qui, elle, est subjective et donc sujette à manipulation. Ainsi, pour ce qui touche fondamentalement au corps humain, l'examen de la réalité conclut à l'impossibilité de segmenter, d'encadrer des pratiques contraires à la dignité intrinsèque de la personne. Si une forme de marchandisation est autorisée, les pratiques débordent le cadre initialement prévu. Pour le dire de façon imagée, on ne remet pas le dentifrice dans le tube une fois qu'on l'a fait sortir. Et les conséquences peuvent être dramatiques. La presse a relaté les cas malheureux d'enfants en attente de parents commanditaires bloqués par des mesures de confinement pendant la crise de la Covid-19. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a également mis en lumière l'impossibilité de segmenter, de circonscrire une activité sur un territoire. Des mères porteuses ont dû fuir leur pays, bien naturellement, pour accoucher ailleurs, loin de leur propre famille. Dans les situations et les activités abordées, la réalité dépasse des présentations fictives, construites pour vendre une activité. Et je le répète, ceci conduit à soutenir l'abolition de toute pratique de commercialisation du corps humain dans son intégralité. Je vous disais, la réalité dépasse la fiction. Sur le débat en cours sur la fin de vie et la possible légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, je vous propose de partir d'une fiction pour illustrer le risque de s'enfermer dans un scénario. Pourquoi ? Parce que souvent, les partisans de l'euthanasie font appel à des scénarios. Le sondage, régulièrement fait par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, en est une bonne illustration. Voici la formulation employée en 2017 dans un sondage mené par l'IFOP avant l'élection présidentielle. Vous, personnellement, approuveriez-vous l'autorisation pour les personnes souffrant de maladies insupportables et incurables de recourir à un suicide assisté, c'est-à-dire au fait que ces personnes prennent un produit létal, mortel, en présence d'un médecin pour mettre fin à leur souffrance? Le résultat à cette question est évidemment une forte approbation. 90%, un score qu'on peut d'ailleurs qualifier de stalinien.
Alliance Vita a souvent dénoncé ce choix truqué, et il est truqué parce qu'il est tronqué, ce qu'on peut appeler un scénario qui enferme. Une histoire semblable a été racontée en 1922, il y a 100 ans, par le dramaturge italien Luigi Pirandello. Dans une nouvelle intitulée Soleil et ombre, l'écrivain met en scène un homme qui a décidé d'en finir. Il a volé dans la caisse de son employeur pour subvenir aux besoins de sa famille et il est décidé à mourir. Par la noyade ou le poison, les deux options sont prêtes. Et il organise sa dernière journée, une descente vers une petite station balnéaire italienne. Là, un ami l'attrape, remarque sa mine sombre, lui organise une baignade, un repas avec d'autres amis. Et les soucis s'envolent, et le héros goûte sa journée. Mais dans la diligence qui le ramène chez lui, il repense tout d'un coup à la lettre qu'il a laissée à sa famille et où il a annoncé son suicide. Que faire ? Aller au bout du scénario qu'il a écrit sur cette lettre et mettre fin à sa vie ? Ou y renoncer et affronter peut-être les questions ainsi que la perspective qu'on découvre son vol, mais aussi renoncer à tous ces moments d'amitié qu'il vient de vivre. Je ne vous raconterai pas la fin choisie par l'auteur, mais cette histoire me paraît intéressante dans les débats actuels car elle illustre bien le risque de l'enfermement dans un scénario. Dans l'histoire, ce sont les difficultés matérielles, les perspectives sombres qui pèsent vers un choix tragique. Mais ce qui se passe en réalité, dans sa journée, à ce héros, c'est différent. C'est des bons moments, c'est le goût de l'amitié, la sollicitude aussi des autres. En reprenant les mots du titre de la nouvelle, Soleil et ombre, s'il n'y a pas de soleil sans ombre, il n'y a pas non plus d'ombre sans soleil. C'est pourquoi, également, le formulaire de directive anticipée proposé par Alliance Vita s'intitule « Directive anticipée et personne de confiance ». Dans la nouvelle de Pirandello, c'est bien un ami qui ouvre d'autres perspectives aux héros découragés. Dans son livre célèbre « Les origines du totalitarisme », la philosophe Hannah Arendt analyse l'isolement à partir de la phrase connue « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pourquoi cela, se demande Hannah Arendt. La réponse qu'elle donne est la suivante. Parce que l'homme seul pense dans la perspective du pire. Un témoignage poignant récemment publié l'illustre parfaitement. Il a été recueilli par Agnès Leclerc, journaliste au Figaro. Atteint de SLA, une maladie au pronostic sombre, cet homme, qui n'était pas opposé à l'euthanasie, quand il y réfléchissait en tant que bien portant, a raconté son cheminement. Il voit aujourd'hui l'euthanasie comme une décision radicale, trop rapide. Grâce aux rencontres avec des soignants, des perspectives d'accompagnement se sont dessinées. Et je le cite, « À côté de la difficulté de la maladie, il y a aussi une forme d'émerveillement, une dimension très pure de l'amour de ma femme et de mes enfants, la tendresse de mes amis, l'attention des soignants. Bien sûr, cela existait avant. Mais avec la maladie, cela prend une autre dimension. Je vais quitter ce monde avec ce qu'il y a de plus beau chez l'homme. Cela apporte beaucoup de sérénité. Ouvrir d'autres possibilités, ne pas laisser une personne s'enfermer dans un scénario négatif, rassurer par la présence, éclairer les choix, c'est bien une réalité plus large qui peut s'ouvrir. En explorant la réalité, nous voyons ainsi le danger de l'isolement et l'importance des relations. Voici une dernière anecdote instructive. Elle a été rapportée lors d'une table ronde sur le thème de la douleur par un médecin en soins palliatifs. Au début du traitement de la douleur, disait-elle, on traitait par de la morphine en sirop, donnée toutes les 4 heures aux personnes âgées de ce service de soins palliatifs. Les laboratoires ont ensuite progressé pour proposer des gélules toutes les 12 heures. La libération prolongée, c'est un grand progrès. Seulement, les personnes âgées, traitées avec le même dosage, se sentaient moins soulagées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus la visite de l'infirmière ou de l'aide-soignante toutes les 4 heures. La docteure rappelait à quel point le patient attend des soignants plus que leurs compétences médicales. Elles attendent leur attention, leur regard,
pas seulement pour dialoguer sur leur pathologie, mais pour leur confirmer leur pleine dignité, malgré des apparences parfois contraires. Et je cite ce docteur, c'est toute une question de relation qui est également importante à côté des thérapeutiques médicamenteuses. Pour conclure, je voudrais reprendre le terme de beauté employé par cette personne atteinte de SLA. Sans oublier les difficultés profondes auxquelles nous sommes confrontés, sans naïveté, sans photomontage bisounours, la beauté appartient à la réalité. Selon le poète François Cheng, elle est cette part de gratuité qui non seulement donne du sens, mais qui nous indique qu'un sens existe, un sens pour nos vies et un sens pour le monde. Et ce sens est donné particulièrement lorsque nous faisons attention au visage de l'autre. Je cite un court extrait de sa première méditation sur la beauté. De chaque visage humain rayonne une transcendance impossessible qui nous enveloppe et nous traverse. Impossessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder. Car la vie, c'est ce qui ne se contrôle pas complètement, qui ne se segmente pas, qui ne se cloisonne pas, qui ne s'enferme pas. Comme la réalité. Merci pour votre écoute.